Au nord des Gaules, sur le bord de la mer, est une ville appelée Calais. Un des principaux et des plus riches négociants de cette ville avait un fils à qui il avait donné toute l'éducation nécessaire pour lui former l'esprit et le corps. La nature l'avait doué des charmes de l'un et des grâces de l'autre. Aussi, ses maîtres le virent bientôt dépasser leurs espérances. Il s'attacha bientôt à l'art de naviguer, et lorsqu'il eut joint la pratique à la théorie, il fut le plus brave et le plus excellent homme de mer de son temps. Son jeune courage ne lui permettant pas de languir dans une molle oisiveté, il engagea son père à lui équiper un vaisseau assez fort pour nettoyer la côte d'un nombre infini de corsaires que le grand négoce des habitants de Calais y avait attirés et qui faisaient 1000 brigandages dans ces mers. Son père loua son audace et lui fournit abondamment tout ce qu'il lui fallait pour l'exécution d'un si beau projet. Tout étant prêt, il mit à la voile, et sa valeur, soutenue par sa prudence, le servirent si bien qu'ayant battu ces voleurs de mer en plusieurs rencontres, il les détruisit si parfaitement qu'il n'en paraissait plus. Ces nouvelles portèrent les habitants de la ville de Calais à un tel degré de reconnaissance qu'ils lui préparèrent des arcs de triomphe en joignant son nom à celui de la ville, comme lui étant redevable de sa tranquillité et de la sûreté de son commerce. Ce qui fait que l'historien ne le donne jamais à connaître que sous le nom de Jean de Calais. Ce jeune héros était prêt, par son retour, de jouir des honneurs qui l'attendaient lorsque son vaisseau fut battu par une si cruelle tempête qu'il fut porté dans des mers inconnues. Jean de Calais, ayant mis en usage tout ce que l'art et l'expérience lui avaient appris pour trouver les terres, découvrit une île. Il s'en approcha, et ayant mis sa chaloupe en mer, il l'aborda au bord d'un bois dans lequel il entra suivi de 8 soldats. Sa surprise fut extrême de le trouver taillé et coupé par de grandes et belles allées. Cette attention lui parut extraordinaire dans un pays qu'il avait cru inhabité ou barbare. Mais son étonnement eut de quoi s'augmenter lorsque, s'étant avancé, il entendit parler flamand, langue qui lui était familière. Il conduisit ses pas du côté des voix qu'il venait d'entendre et vit 3 hommes superbement vêtus qui s'approchèrent de lui avec politesse. Jean de Calais les pria de lui apprendre dans quel pays il était et s'il y avait sûreté pour lui et sa troupe. « Qui que vous soyez ?» lui répondit celui qui paraissait être au-dessus de tous les autres. « Je trouve surprenant que vous ignoriez que vous êtes dans l'Orimanie, État florissant où règne le roi du monde le plus juste, de qui la sagesse a dicté les lois auxquelles il s'est soumis lui-même, et dont l'observation religieuse fait le bonheur de cet empire. Ne regrettez point d'y être abordé, vous y serez en assurance. Montez sur cette hauteur, ajouta-t-il, qui vous cache la grande et superbe ville de Palmanie, qui sert de capitale à ces riches États. Vous y verrez une rivière majestueuse, qui forme le plus beau port de l'univers, et dont l'abord est la sûreté de toutes les nations. » Jean de Calais le remercia, et charmé des grâces que lui faisait la fortune, il s'avança sur le sommet qui lui cachait la ville. Il découvrit le plus beau pays du monde. Il descendit dans cette capitale le cœur rempli de joie. Mais étant arrivé dans une grande place, il vit le corps d'un homme déchiré par des chiens.
cet objet lui fit horreur. Il se repentit de s'être engagé si avant. Il demanda cependant pourquoi, dans une si grande ville, et dont on lui avait dit que les lois étaient si sages, il ne se trouvait pas quelqu'un d'assez charitable pour faire donner la sépulture à ce malheureux. On lui répondit qu'il subissait la peine de la loi, qui ordonnait que tous ceux qui mouraient sans payer leurs dettes seraient jetés aux chiens pour en être la proie, et que leurs âmes étaient errantes, sans que les intelligences éternelles leur donnassent le lieu de repos destiné aux justes. Qu'on faisait cette punition publiquement, parce qu'il se trouvait souvent des personnes assez généreuses pour acquitter les dettes de ces malheureux et faire donner la sépulture à leur corps. Il n'en fallut pas davantage à l'âme magnanime de Jean de Calais. Excité par la compassion, il fit publier sur le champ, à son de trompe par toute la ville, que les créanciers de cet homme n'avaient qu'à lui faire voir leurs titres et qu'il s'offrait de les acquitter. Et le lendemain, ayant fait entrer son vaisseau dans le port, il prit l'argent nécessaire pour satisfaire à sa parole. Il la tint exactement et fit d'honorables funérailles au cadavre du débiteur. Après avoir reçu du suprême magistrat et du peuple les louanges qu'une pareille action méritait, il ne songea plus qu'à prendre les hauteurs de cette terre favorable pour en pouvoir donner connaissance à sa patrie et lui ouvrir un chemin qui facilita un négoce utile aux deux nations. Un soir qu'il se retirait d'assez bonne heure sur son bord, il aperçut un vaisseau qui venait de mouiller auprès du sien, sur le pont duquel il vit deux dames fondant en pleurs. Elles étaient magnifiquement parées, et leur air fit juger à Jean de Calais qu'elles étaient d'une naissance distinguée. Il s'informa à qui appartenait ce vaisseau. Il apprit qu'il était un corsaire qui venait d'entrer dans le port et que les deux personnes qu'il voyait étaient deux esclaves qu'il vendrait le lendemain. Le cœur sensible de Jean de Calais fut touché par leur malheur, et il forma le dessein de les retirer de l'abîme dans lequel elles allaient tomber. Pour cet effet, il manda le corsaire, et sans marchander du prix, il donna au pirate tout ce qu'il voulut, et fit venir les deux esclaves sur son bord. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'elles eurent ôté leurs voiles, de voir deux jeunes beautés capables d'attendrir l'âme la plus barbare. Les pleurs qu'elles répandaient ne faisaient qu'augmenter leur charme et semblaient leur servir d'armes pour vaincre tous les cœurs. Une des deux surtout frappa celui de Jean de Calais d'un trait qu'il ne put parer. Après avoir donné quelque temps à l'admiration que lui inspirait son amour naissant, il les consola, leur dit qu'elles étaient libres et qu'un respect inviolable suivrait l'action qu'il venait de faire. Qu'en les retirant des mains du pirate, il n'avait point d'autre dessein que de les rendre à leurs parents, sans espoir d'aucune rançon. Ces paroles généreuses rassurèrent les belles captives. L'air noble de Jean de Calais et les grâces qui accompagnaient toutes ces actions touchèrent leur cœur.
et les termes les plus obligeants lui marquèrent leur reconnaissance. Quelque temps après, il mit à la voile, et sa navigation fut si heureuse qu'il se trouva bientôt sur les côtes d'Albion, où le mauvais temps l'obligea de relâcher. Pendant le voyage, il ne passait presque pas de moment sans être auprès de ses esclaves. Et comme il était jeune, insinuant et fait pour plaire, il trouva bientôt le chemin du cœur de celle qui l'avait charmé. Le même trait les blessa si profondément qu'ils ne purent se le cacher longtemps. Ils s'aimèrent, ils se le dirent, et ne consultant que la vivacité de leurs sentiments, ils se jurèrent un amour éternel. Lorsque Jean de Calais fut assuré de son bonheur, il pria cette jeune beauté de lui déclarer qui elle était, et par quel accident elle et sa compagne avaient été enlevées par le pirate. « Ne croyez pas, ajouta-t-il, que ma curiosité est nul motif désobligeant. Qui que vous soyez, il n'est rien que je ne trouve fort au-dessous de vous. Et pour vous prouver ce que je dis, je vous donne ma foi dès ce moment. Et sans en savoir davantage, je vous prie de vouloir bien m'accepter pour époux. » « Je reçois avec plaisir, lui répondit la belle esclave, la foi que vous m'offrez. Je vous donne la mienne, et fais tout mon bonheur d'être à vous pour jamais. Mais pour ma naissance, souffrez que je vous en fasse un mystère que je trouve nécessaire au repos de ma vie. Qu'il vous suffise de savoir que le ciel ne m'a pas fait naître indigne de vous, et d'apprendre que je me nomme Constance et m'accompagne Isabelle. Je n'ai point soupçonné votre curiosité d'avoir rien d'offensant pour moi. Ne vous offensez pas non plus du silence que je m'impose. Notre amour l'exige de moi. Je dois me taire pour être à vous. Et je veux éloigner de mon esprit tout ce qui pourrait m'empêcher de suivre un penchant plus fort que ma raison. Jean de Calais était trop amoureux pour presser la belle Constance après un tel aveu. Il lui promit de ne plus en parler. Et sans consulter davantage, ils s'unirent pour jamais. Cependant, Isabelle, qui avait été témoin de leur amour et de leur union, prenant le moment où Jean de Calais était occupé à donner des ordres dans son vaisseau, ne put s'empêcher de marquer sa surprise à Constance sur l'action qu'elle venait de faire. « Quoi ? Madame, lui dit-elle, est-il possible que l'amour vous aveugle assez pour oublier qui vous êtes ? Croyez-vous pouvoir vous cacher toujours, et que les nœuds que vous venez de former ne soient point rompus lorsqu'on saura où vous êtes ? Je ne parle pas de moi. Dans quelque obscurité que vous me fassiez vivre, attaché à votre sort sans nulle réserve, je ne m'en séparerai jamais. Et je ne puis voir sans douleur que vous abandonniez l'espoir le plus brillant pour écouter votre tendresse. Je ne m'offense point, ma chère Isabelle, lui répondit Constance, du discours que tu me tiens. Je me suis dit 1000 fois les mêmes choses, mais l'amour est le plus fort. Le sort brillant dont tu me parles n'a rien que d'affreux pour moi, ne pouvant le partager avec ceux que j'aime. Et je trouve l'obscurité qui te gêne au-dessus du destin le plus éclatant, puisqu'elle me donne la liberté de suivre mon penchant. Mes nœuds dureront toujours en gardant mon secret, et je ne le découvrirai jamais, ou du moins lorsque je verrai qu'on ne pourra les rompre qu'en faisant rejaillir sur moi une honte 1000 fois plus grande que celle de mon hymen avec le plus aimable homme du monde. Et puisque tu me chéris assez pour ne point me quitter, pousse encore cette tendresse à chérir ma tranquillité et à ne jamais découvrir un secret dont elle dépend. C'est de cette façon qu'elle imposa silence à sa compagne, qui, ne voyant point de remède à ce qu'elle appelait un malheur, se résolut d'obéir.
L'heureux Jean de Calais, charmé de posséder Constance, rendit grâce au ciel des dons qu'il en avait reçus. Et comblé des faveurs de la fortune et de l'amour, il se rembarqua. Et le temps favorable à ses vœux le fit aborder au port de Calais. Le bruit de son retour fut bientôt répandu. Son père et tous les habitants de la ville furent le recevoir et lui rendirent les honneurs que méritaient ses actions héroïques. Mais quelle fut la douleur de ce jeune héros de voir son père désapprouver son mariage avec Constance. L'histoire sincère qu'il lui fit de la façon dont il l'avait trouvée irrita son courroux, et quelque vive que fût la peinture que Jean de Calais lui fit de son amour pour elle et de ses vertus, ce père sévère ne put lui pardonner d'avoir pris un engagement qui lui paraissait fort au-dessous de lui. Et il n'épargna rien pour l'obliger à abandonner. Mais il protesta qu'on lui arracherait plutôt la vie, qu'il avait donné sa foi à la personne du monde qui en était la plus digne, et qu'il la lui garderait jusqu'au tombeau. Le vieillard, plus irrité que jamais de sa résistance, le bannit de sa maison, malgré les sollicitations des principaux de la ville qui s'intéresseraient pour lui. Il lui ordonna de ne plus paraître à ses yeux. Jean de Calais, sensiblement touché de l'outrage que son père faisait à sa chère Constance, se retira dans une maison qui était tout près du port avec elle et sa fidèle compagne. Ces altercations entre le père et le fils ne purent lui être cachées. Sa fierté en fut alarmée, et malgré tout son amour, elle fut sensible au mépris que le père de son époux parut avoir pour elle. Cependant, elle ne se démentait point. Toujours tendre, toujours fidèle, elle consola Jean de Calais, et l'année de son mariage était à peine finie qu'elle accoucha d'un fils qui fit toute l'attention de ce cher époux pendant plusieurs années, qui se passèrent sans qu'il pût attendrir son père. Mais enfin, pressé par des amis communs, il consentit à fournir à Jean de Calais de quoi équiper un second vaisseau pour porter et établir un négoce éclatant avec les nations qu'il avait découvertes, espérant que l'absence et les hasards lui feraient oublier Constance et son fils.